À cette période, il y a des grands auteurs comme Cactus Jima qui nous parlent pour dire que l'agriculture est l'étape ou la phase de l'économie qui a fait l'ouverture du monde. C'est grâce à l'agriculture qui est né les commerces, grâce à l'agriculture qui est née la création de la monnaie, grâce à l'agriculture qui est née l'urbanisation des villes, villages, ainsi de suite. J'en passe. Et cette mutation, nous les constatons au niveau de l'industrialisation. Alors, au niveau de l'industrialisation, ici on parle de l'économie révolutionnaire. Ce qui a révolutionné l'économie vers les années 1760 en Grande-Bretagne. Et c'était juste la création des machines à vapeur, l'utilisation des micros, des haut-parleurs, tout ça, ça va dans l'industrie. Et l'histoire de la pensée économique du Congo nous rappelle que c'est grâce à l'industrialisation que le Congo belge a pu soutenir la Deuxième Guerre mondiale vers les années 1937 avec 1223 tonnes de minerais, de cobalt, de cuivre et de caoutchouc. Comprenez que c'est une science en évolution permanente. Alors, nous sommes maintenant au niveau du système financier. C'est là où ça nous intéresse en tant que financier. Ici, on parle à cette phase de l'économie moderne. Bon, c'était l'économie moderne de l'époque. Alors, à cette économie moderne, c'était l'économie qui était basée sur les banques, les assurances, le tourisme, ainsi de suite. D'où, on nous rappellera que pendant cette période, vers les années 1929, il y a eu une grande récession économique. Cette récession qui a touché la finance de toutes les économies du monde entier. Donc, c'était une économie qui était fragilisée par un aspect dont notre recherche fait référence, la spéculation. Pourquoi la spéculation? C'était parce qu'il n'y avait pas un cadre réglementaire qui devait régir le secteur financier. Alors, c'est par là que nous transitons de l'économie moderne vers l'économie du numérique. Alors, comme à l'heure actuelle, nous parlons des nouvelles technologies, comme vous les constatez, c'est ça ce qui représente les nouvelles technologies actuellement. Nous avons l'interconnexion du monde à travers le fibre optique qui facilite la connexion. Il y a l'Internet des objets, il y a la blockchain, il y a l'IA que tout le monde utilise, ainsi de suite, j'en passe. Ce qui vient dire que les technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui un facteur important de développement pour tous les pays du monde. C'est avec cette évolution que les services financiers connaissent aujourd'hui une transformation remarquable grâce à la digitalisation. Alors, ce qu'il faut retenir ici, on ne peut pas parler de la digitalisation sans premièrement parler de la numérisation. Parce que la digitalisation vient de la numérisation. La numérisation qui est juste la conversion des informations analogiques dans un format numérique. Et la digitalisation, quant à elle, c'est l'utilisation des technologies numériques qui ont été converties. Alors, la transformation digitale. La transformation digitale, c'est juste le moyen d'utilisation des technologies nouvelles pour atteindre la capacité supérieure, performante et compétitive et durable d'une organisation. Alors, ici, je vous présente les offres de monnaie virtuelle. Pourquoi? Parce que notre thématique est centrée sur la digitalisation des services financiers. Voilà ce qui englobe toutes les innovations numériques qu'utilisent le secteur financier. Ici, nous avons des entreprises des États-Unis, de la GAFAM, c'est-à-dire on trouve Amazon, Apple, Google, Facebook, Baidu, Alibaba, Tencent et Swazmi. Voilà comment ces technologies-ci utilisent de nouvelles technologies. Nous avons les paiements et transferts à ligne.
ici nous constatons que sur 8 cas d'études, il y a au moins 6 cas qui utilisent les mobile money. Et d'autres cas qui sont censés, l'utilisation de cartes de crédit, scannage, donc, et tout ceci nous ramène à dire que en République démocratique du Congo, tant bien même les systèmes bancaires traditionnels continuent d'exclure les plus pauvres, souvent en raison des conditions discriminatoires à l'accès au système financier traditionnel, bien sûr. Et pour surmonter ces problèmes, la digitalisation des services financiers apparaît comme un levier important pour stimuler les activités économiques, renforcer les échanges commerciaux par le canal de la monnaie virtuelle. Et ainsi, c'est par cela que les opérateurs de la téléphonie mobile ont saisi l'opportunité pour offrir aux entreprises, aux utilisateurs, les moyens financiers adaptés à leurs besoins. Tel que vous le constatez dans notre diapositive, il y a les blockchains qui gèrent le stockage de la monnaie, il y a l'IA qui est utilisée dans d'autres essais au niveau de la médecine, il y a l'interconnexion. Toutes ces technologies sont utilisées pour répondre aux besoins de la population. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, voilà ce que représente l'écosystème des FinTech en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est 15e pays parmi les pays les plus peuplés du monde. Troisième après le Japon, avec une population de 124 millions d'habitants, suivi d'Égypte. Deuxième après l'Égypte avec une population de 118 millions. Et premier pays après les Philippines qui a au moins 114 millions. Mais aujourd'hui, après les résultats de la journée mondiale des pays les plus peuplés du monde, nous constatons que la République démocratique du Congo a une population de 128,7. Ici, c'est le résultat qui nous a été présenté par cette source ici en 2025. C'est pourquoi nous proposons, c'est à peu près. Alors, sur cette population, nous avons plus ou moins une population adulte, 65, qui représente 65 millions. Dans ces 65 millions de la population, il y a 67% de cette population qui a au moins un téléphone portable. Et cette pénétration mobile nous facilite de voir le niveau de la connectivité. La population qui se connecte à l'Internet, qui est de 34,6%, et au niveau de la pénétration mobile money, ce qui nous intéresse le plus. Donc, il y a au moins 30% de cette population adulte qui a un compte mobile money. Mais, quand cela ne tient, ça nous ramène à une inclusion financière de 39%. Alors, de ce qui précède, nous pouvons dire que la digitalisation des services financiers, portée notamment par le développement du mobile money, transforme progressivement les systèmes financiers de la RDC. Malgré l'expansion rapide du mobile money, la croissance économique de la RDC demeure confrontée à de nombreux défis. C'est pourquoi cette situation conduit à s'interroger par une question de recherche principale, à savoir quel est l'impact de la digitalisation des services financiers via les téléphones mobiles sur la croissance économique de la RDC. Et cette question principale se dégage des questions spécifiques, à savoir si la digitalisation des services financiers chez Moral a-t-elle un effet réel sur le prix du trésor public de la RDC? Et pour finir, quels sont les moyens par lesquels le mobile money influence-t-il la croissance économique en République démocratique du Congo? Ceci étaient nos questions soulevées. Alors, l'objectif de cette recherche est d'analyser l'effet de la digitalisation des services financiers par la téléphonie mobile et son impact sur la croissance économique de la RDC. D'une manière spécifique, identifier les effets du mobile money sur le prix du trésor public congolais, analyser
analyser les façons par lesquelles le mobile money affecte la croissance économique en République démocratique du Congo. Alors, notre hypothèse est présentée de la manière suivante. Première hypothèse, la digitalisation des services financiers a un impact significatif sur la croissance économique et favorise le développement des services de mobile money rentables tant pour les entreprises que pour les utilisateurs. Et pour vérifier cette hypothèse, nous avons créé notre propre modèle qui est une version élargie du modèle empirique de croissance à l'échelle de Robert Lucas, Paul Romer et Robert Barrault. Et ce modèle se présente de la manière suivante. Ici, nous avons l'indice du PIB qui doit être à bêta 0 plus bêta 1. Nous avons présenté toutes les variables de la digitalisation des mobile money par un indicateur qui est l'indice composite de la digitalisation des mobile money, plus bêta 2 qui représente la masse monétaire, plus bêta 3 qui représente l'inflation, bêta 4 qui présente les taux d'intérêt, et bêta 5 présente les crédits au secteur privé. Du capital humain jusqu'à l'ouverture économique, ce sont des variables de la structuration de la croissance économique et nous additionnons aux effets spécifiques des entreprises, plus les E qui représentent les termes d'erreur. Alors, notre deuxième hypothèse montre que la digitalisation des services mobiles a un effet réel sur le flux du trésor public de la RDC. Et notre troisième hypothèse nous montre les moyens par lesquels les mobile money influencent la croissance économique, entre autres la vitesse de la circulation de la monnaie, la masse monétaire, les taux d'intérêt et les taux d'inflation. Alors, Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, je vais vous présenter notre modèle conceptuel qui lie nos hypothèses. Ici, nous avons la gestion des services financiers et de l'autre côté, nous avons les variables de la digitalisation des mobile money, entre autres les abonnés Internet mobile, abonnés mobilement, pénétration de téléphone mobile, revenus mobiles, transactions mobiles. Et ces variables transitent par les canaux de transmission. Les canaux de transmission, c'est l'ensemble des variables intermédiaires qui relient le variable des mobile money de la digitalisation et les variables de la structure économique. Là, vous trouvez au moins la masse monétaire, l'inflation, vitesse de la circulation de la monnaie, les taux d'intérêt, ainsi que le crédit privé. Et de l'autre côté, au niveau de la structuration de l'économie, nous avons les progrès techniques, les capital humains, l'infrastructure, rivalisation, ouverture de l'économie et les trésors publics. Monsieur le Président du jury, à ce qui concerne la méthodologie, hormis la méthodologie sommaire, nous avons adopté la démarche méthodologique suivante. Cette démarche s'allie avec notre choix du paradigme épistémologique positiviste. Et la démarche transformée peut être transformée en gain économique réel pour la RDC et lorsqu'elle s'inscrit dans un environnement humain et institutionnel favorable, d'après la littérature critique issue du paradoxe de Robert Solow, selon lequel la technologie n'est productive que si elle est correctement utilisée. Alors, nous reformulons quelques recommandations stratégiques. Et c'est par là que nous mettons un point. Je dis et je vous remercie. Et je reste à votre disposition. Merci Dieudonné pour votre exposé assez clair. Maintenant, nous passons à la deuxième étape de cette soutenance, c'est-à-dire l'échange entre les professeurs et les doctorants. Avec l'accord de tous les membres du jury, il est bon que nous commencions d'abord par le secrétaire du jury, afin qu'il ait le temps
cher Président, Président professeur Bouteflika m'avoir accordé la parole. Je remercie d'abord les autorités académiques de l'université qui ont fait que je me retrouve dans ces jurys par leur décision. Je remercie aussi l'équipe d'encadrement, les promoteurs et les promoteurs, parce que dans la tradition et dans notre règlement, c'est eux qui proposent les évaluateurs par rapport au domaine. Je remercie sincèrement. Et je reviens sur le candidat. J'ai reçu la thèse des chefs de travaux moins donné pour l'évaluation. Et après le soutenance à huis clos, le président des jurys nous a autorisé d'avoir des échanges avec les candidats pour les amendements. J'ai reçu dans mon bureau un jeune chef de travaux et qui montre les tendances de l'humilité qui caractérisent les grands esprits. Un chef de travaux très humble, à l'écoute des maîtres, et il a su écouter ce que je lui avais dit, et il a intégré toutes les remarques. Moi, si un disciple est humble et à l'écoute du maître, il mérite d'être associé parmi les maîtres. Et j'ai apprécié son attitude, et il est à l'écoute et réactif. Dès qu'il vous dit des choses, il part à demander très rapidement et vous amène les preuves. Moi, je lui félicite pour ça. Et dans ma culture chinoise, j'ai fait longtemps là-bas, je pense qu'il y a un philosophe qui m'a marqué beaucoup, Confucius. Il dit vaut mieux être un diamant avec le défaut qu'être un caillou parfait. Caillou, même s'il brille, mais il reste toujours caillou, il se sent mauvais. Le diamant, même s'il a le défaut, reste toujours diamant et a de valeur. Je crois que la thèse est un grand diamant parce que tout œuvre humaine ne peut pas manquer de perfection. Et vous avez su corriger les imperfections que je vous ai montrées. Et d'autres imperfections vous ont échappé, et ce n'est pas un problème. Même dans mon propre texte, quand on les réunit, avec la maturité, on trouve toujours les écailles et on les corrige toujours. Le reste des corrections, c'est à vie. Chaque fois quand vous allez grandir un peu, vous revenez sur le texte, vous allez voir toujours des choses que vous pouvez corriger. Et là, vous pouvez les exploiter comme articles scientifiques. C'est ça que je peux vous donner comme conseil. Et le reste, je trouve que votre utile et les corrections que vous avez faites, les fondements sont aidés à intégrer. Et j'ai seulement remarqué que dans votre modèle pédagogique, vous avez oublié tout type de mettre les légendes, parce que vous avez codifié les variables, vous avez codifié les choses, vous avez réservé les gens d'abord pour la meilleure lecture de votre modèle pédagogique. Bien que vous avez pris des soins de mettre dans les abréviations, les acronymes. Quelqu'un qui tombe dans cette page-là qui lit votre modèle pédagogique, j'apprécie beaucoup. Il peut comprendre comment vous avez codifié ça, c'est des points de vue littéraires, c'est pas des points. Alors, puisque nous avons mélangé beaucoup dans le huis clos avec les remarques, les va-et-vient, moi j'ai compté des tours, même si tu ne comptais pas, tu as fait 6 tours chez moi. Et je ne pense pas, je ne peux pas continuer à ça, moi je pose seulement quelques questions qui font. La première question, j'ai vu que vous avez opérationnalisé les 2 concepts fondamentaux de votre thèse. Concept service financier, digitalisation service financier, et puis concept croissance dynamique, concept économie dynamique. Vous avez bien opérationnalisé ça. Et ma question est la suivante. Puisque ça a été bien opérationnalisé, je suis resté à ma soif, je voudrais que tu puisses me dire les défis de digitalisation service financier et les défis de croissance économique en RDC. Et comment tu comptes faire ces défis si on vous donnait les postes de responsabilité comme une autorité de régulation de la digitalisation service financier en RDC. Je répète, par rapport aux 2 concepts fondamentaux de votre thèse, vous avez dégagé des concepts opératoires, des paramètres ou des petites variables. Et je n'ai pas vu lorsque vous n'avez pas beaucoup incité sur les défis. Et quels sont les défis de la digitalisation des services financiers et quels sont aussi les défis de la croissance économique en RDC et comment vous comptez solutionner ça si jamais vous avez des postes de société de main. C'est la première question. Vous l'avez capté? Oui. La seconde question, c'est la question des populations échantillonnage
quelle était votre population. Je suis sûr qu'elle aurait affaire avec les données secondaires. Et dans le secondaire, il y a la population, c'est de quelle année, et quel est l'échantillon que tu as tiré, de quelle année qui en est, et quelle est la technique d'échantillonnage que tu as utilisée. Est-ce que tu peux généraliser les résultats par rapport à l'épreuve des séries temporelles? Est-ce que les résultats que tu as trouvés, est-ce que tu peux généraliser pour l'ensemble des périodes? Et la dernière question, la troisième. Vous avez capté la deuxième? Je le répète. Je me demande quelle était votre population. C'est vrai que vous avez les données secondaires, les années. Les années aussi ont des populations. Quelle était la population des années? Et quel est l'échantillon que tu as tiré? Et tu as tiré ça avec quelle technique d'échantillonnage? Et maintenant, le résultat, c'est dans votre échantillon. Est-ce que vous pouvez généraliser pour l'ensemble des années? Vous avez compris? La dernière question. Comment votre thèse explique les phénomènes que tu as étudiés? Comment votre thèse explique les phénomènes que tu as étudiés? Parce que tu as fouillé la littérature très abondante et enrichissante. Les nouvelles des autres, on va les citer. Mais comment votre thèse explique les phénomènes que vous avez étudiés? Comment vous expliquez ça? J'aimerais bien que vous puissiez l'expliquer à travers vos indicateurs, vos variables. Et puis, les variables que vous avez dit, c'est médiatisé, puis ça empêche, là où j'ai parlé avec toi, ça empêche le flux des trésoreries publiques. Comment vous expliquez votre thèse? Comment vous expliquez ces phénomènes? Merci, M. le Président. J'ai compté avec des préoccupations, c'est une question. Désolé, ça va? Vous avez pris note de toutes les questions. Merci, professeur Corneille Mouer, dont j'ai beaucoup dérangé pendant notre rédaction. Je m'en vais à la première question. Monsieur le professeur Mouer avait savoir quels sont les défis des services financiers digitaux et aussi les défis liés à la croissance économique en RDC. À cette question, je dirais le premier défi qui est lié à la gestion des services financiers, c'est juste un manque d'un cadre réglementaire solide et expérimenté. C'est ce qui empêche. Je m'explique. Partant de l'observation,